Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gérard Pécou, cofondateur de Calimedia, une entreprise pionnière dans le digital learning qui fait partie de Cifadis, un acteur majeur de l'innovation en formation professionnelle. Je vous souhaite la bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast qui vous emmène au cœur des révolutions de l'apprentissage. Chaque épisode explore les contributions des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, neurosciences et technologies de pointe qui façonnent l'avenir de la formation. Never Stop Learning, c'est votre rendez-vous avec les leaders et les idées qui transforment l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Dans une époque où les neurosciences occupent une place croissante dans les discours sur le développement personnel, l'éducation et même la formation professionnelle, il est essentiel de démêler le vrai du faux. Pourquoi ? Parce que simplifier ou détourner les connaissances neuroscientifiques peut conduire à des idées reçues et des approches inefficaces. Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons le plaisir de recevoir Albert Moukaïber, docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Il est l'auteur du livre Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, disponible aux éditions Alary. Durant notre échange, nous parlerons des limites des modèles neuroscientifiques, des mythes populaires liés au cerveau et de l'importance d'une approche plus nuancée, particulièrement dans le cadre de la formation et du développement des compétences. Bonjour Albert. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs boulots, on va dire. Je suis thérapeute, donc je fais de la thérapie, j'enseigne, je fais des conférences, j'écris des livres et je fais des projets de recherche autour de comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, comment on prend de la décision et quels sont les facteurs qui viennent influencer ces mécanismes. Très bien occupé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la neuromania concrètement ? La neuromania, je dirais, c'est quand on met des informations neuroscientifiques qui sont des artifices pour augmenter la puissance persuasive d'une information. En gros, c'est quand on met des neurosciences alors que ça n'a rien à faire ici, ou bien c'est complètement faux. Par exemple, pour vendre des idées, pour vendre des produits ? Ça peut être les deux. Donc, en gros, les deux motivations principales pour la neuromania sont soit des raisons financières, pécuniaires. Donc, je vais vendre quelque chose. Je sais pas si je te convainc que tu utilises 10% de ton cerveau ou que je peux t'entraîner ta neuroplasticité dans une formation magique, je peux te faire de l'argent. Ou pour des raisons qui sont idéologiques. Si moi, je crois que tout est la faute de l'individu, je vais dire cette personne est déprimée parce qu'elle manque de sérotonine. Et ça me permet d'avoir une approche beaucoup plus réductionniste, mais qui sera tout aussi fausse aussi. Surtout les concepts que tu viens de citer, on va y revenir parce que tu les décris très très bien dans ton ouvrage. Je voulais te poser, avant qu'on les aborde, pourquoi tu as eu envie d'écrire Neuromania ? C'était quoi l'objectif de ton ouvrage ? Il y a plusieurs objectifs, je pense. J'avais écrit Votre cerveau joue des tours en 2019. Et après, j'ai eu beaucoup de conférences. Je me suis intervenu dans beaucoup d'endroits. Et souvent, quand je fais des conférences, le truc qui m'intéresse le plus, c'est les questions-réponses. Parce que c'est les questions-réponses qui me permettent de jauger un peu la représentation qu'ont les gens des neurosciences, de la psychologie, de ce genre de choses. Et j'ai remarqué que souvent, on revenait sur la personnalité, sur les gens n'aiment pas changer, sur le cerveau gauche, cerveau droit, sur beaucoup la psychiatrie, la prise en charge des maladies mentales, etc. Et on va peut-être en parler tout à l'heure, mais moi, je suis très intéressé par un cas théorique qui s'appelle la cognition incarnée, qui dit qu'on ne peut pas comprendre un humain en regardant juste son cerveau. Donc c'est un truc qui me trottait aussi dans la tête, parce que j'essaye souvent d'apporter une sorte d'éclairage théorique ancré dans le réel, dans la pratique, quand je fais de la transmission des connaissances. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'essaye pas de faire une sorte de livre qui fait deux choses. D'un côté, qui corrige certaines conceptions qu'on a du cerveau, que j'entends souvent des gens dire. À la base, c'était ça le livre, c'était des sortes de phrases que j'entendais mais qui sont fausses. Les gens ont besoin d'être rassurés, les gens n'aiment pas changer, je suis cerveau gauche, cerveau droit, notre cerveau est câblé pour détruire la planète, les biais cognitifs sont la cause des fake news, etc. Donc je me suis dit, ok, je vais faire une sorte de livre qui va avoir deux trames parallèles. D'un côté, critiquer un peu ce réductionnisme et corriger ces fausses croyances, et de l'autre, proposer un autre modèle, une autre manière de voir l'espèce, qui est la cognition incarnée. On en parlera effectivement, Albert, tout à l'heure. J'ai une question pour toi à ce sujet, pour développer un peu plus ce sujet.
Tu parles beaucoup dans ton livre des approches réductionnistes en neurosciences. Est-ce que tu peux nous les définir et quels sont finalement leurs principaux défauts? Il faut savoir que l'approche réductionniste a été très féconde et fertile en connaissances pendant très longtemps. C'est-à-dire, mon but, c'est pas de critiquer l'approche réductionniste, parce qu'une grande partie de nos connaissances scientifiques viennent d'une approche réductionniste. C'est grâce à l'approche réductionniste qu'on a compris les synapses, qu'on a compris les neurones, qu'on a compris les neurotransmetteurs, qu'on a compris les cellules gliales, qu'on a compris l'architecture, j'ai envie de dire, cérébrale, etc. Mon problème, c'est quand le réductionnisme devient réductionniste. C'est-à-dire quand on va essayer de réduire des fonctions plus complexes, comme par exemple la cognition, les émotions, la cognition sociale, les raisonnements, la mémoire, l'attention, la perception, où nos connaissances sont juste pas assez bonnes encore comparées à ce qu'on présente au grand public. D'accord. Donc c'est plus vouloir persévérer dans cette approche réductionniste alors que elle s'essouffle clairement. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé de nouveaux traitements en psychiatrie depuis maintenant 20, 30, 40 ans. On n'a pas vraiment progressé énormément sur des modèles théoriques avec une approche réductionniste sur quoi que ce soit dans la cognition. On a des sortes de bribes, d'effets, les biais cognitifs, la dissonance cognitive, etc. On ne sait pas comment tout ça s'agence ensemble. Et donc, c'est plus quand le réductionnisme devient réductionniste qu'il devient problématique. Et je pense qu'on est en plein dedans, notamment en entreprise, dans la santé, en politique, etc. Merci pour cette réponse très complète. J'avais une question plus basique. Comment tu expliques aujourd'hui la fascination finalement pour les mythes comme le cerveau droit, cerveau gauche, tu en as parlé très brièvement, la théorie des trois cerveaux, le cerveau triunique. C'est parce que c'est des modèles qui sont finalement simplistes, réductionnistes, séduisants? Non, contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense pas qu'on aime bien les explications simplistes juste parce qu'elles sont simplistes. C'est-à-dire que personne n'est en train de proposer des explications simplistes pour la photosynthèse. Et tout le monde accepte la photosynthèse. Personne n'est en train de proposer des explications simplistes sur la mitose ou la méiose. Et on accepte la mitose et la méiose. Ou le cycle de Krebs ou je ne sais quoi. Je pense que ça fait écho parce que ça répond à un besoin. Et parce que on ne sait pas encore vraiment comment ça marche. Et donc, quand on ne sait pas comment quelque chose marche, plusieurs hypothèses vont être en compétition. Des hypothèses qui sont très intuitives parce qu'elles font écho à notre ressenti, qui font écho à des connaissances qu'on a depuis très très longtemps. Même si ces connaissances sont fausses, c'est difficile à abandonner. Par exemple, l'opposition entre la raison et les émotions, ça nous vient du Phèdre de Platon, il y a plus de 2000 ans. Mmh. Et du coup, beaucoup de gens ont répété. Et phénoménologiquement, d'un point de vue subjectif, on peut très facilement rationaliser que, genre, mes émotions et ma raison sont en opposition. Et donc, ça devient très difficile d'aller contre des millénaires de ressentis intuitifs pour dire non, ok, non, c'est quoi? On ne sait pas encore vraiment c'est quoi, mais on sait que c'est pas comme ça. C'est juste moins satisfaisant. Mais je pense pas que c'est une question de simplicité. Je pense aussi demain, on comprend tout le cerveau avec un truc hyper complexe, mais qu'on le comprend vraiment. C'est-à-dire, on a un modèle robuste qui permet d'expliquer, de prédire, de contrôler, de créer de la connaissance qui soit de bonne qualité. Je pense qu'on abandonnera ces mythes. Mais pour le moment, on est encore très, 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 très loin de ça. On est vraiment encore à une phase où on peut dire que c'est pas ça. Mais on peut pas dire c'est quoi. Ce truc de c'est pas ça, ces modèles rapportent beaucoup d'argent, parce qu'encore une fois, ils apportent une réponse, et la réponse est facile. Je pense que c'est là où la facilité peut-être entre en jeu. C'est beaucoup plus facile pour une boîte de dire, ok, je vais faire des ateliers de résilience pour lutter contre le burn-out, que de dire, je vais réorganiser tous les salaires, tous les horaires de travail, toute la société pour sortir d'une société performative, parce que c'est ça qui est en train de causer les burn-out. C'est plus simple de dire, je vais faire passer un test de personnalité, et après, je me prends pas la tête sur la performance, plutôt que de dire, ok, en fait, pour chaque nouvelle recrue, le gold standard, c'est de faire des périodes d'essai et de ne pas confirmer la période d'essai parce qu'ils ne sont pas entendus. Donc, je pense que ça apporte une réponse qui donne une allure de scientificité à des problématiques qui sont souvent beaucoup plus complexes, et les personnes qui peuvent gérer ces problèmes n'ont pas envie vraiment de s'attaquer. C'est un peu comme le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, on sait ce qu'il faut faire, sauf que les gens qui doivent faire ce qu'il faut faire, pour le faire, il faut qu'ils se tirent des balles dans leurs propres pieds, et ils n'ont pas envie de se tirer des balles dans leurs propres pieds. C'est clair. Tu as prononcé il y a quelques minutes le mot de neuroplasticité. C'est un concept dont on entend parler partout actuellement. Comment le concept de neuroplasticité est-il si souvent mal interprété ou exagéré dans les discours publics? Pourquoi? En fait, il y a un article que je cite dans le livre qui s'appelle « L'allure séduisante des neurosciences », ou des explications neuroscientifiques pour être précis,
et qui montre ce problème. C'est-à-dire, on a tendance à penser que quelque chose est plus solide quand on fout le mot neuro ou qu'on dit des choses liées aux neurosciences. Par exemple, la neuroplasticité, c'est une propriété du cerveau qui est vraiment fascinante, hein, il y a rien à dire, mais c'est juste une propriété qu'on connaît depuis une éternité. Et ça a un mot dans le langage courant, ça s'appelle l'apprentissage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, si moi je veux vendre une formation et je dis venez booster votre neuroplasticité, c'est plus sexy, c'est plus vendeur que si moi je dis venez à mon atelier d'apprentissage. C'est du marketing. C'est du marketing. Tout simplement. Et le marketing, ça marche. En tout cas, dans certains cas. Et je pense que dans celui-ci, si je mets des affiches dans le métro, venez à mon atelier d'apprentissage, versus venez booster votre neuroplasticité, ben, la neuroplasticité, ça va gagner probablement 9 fois sur 10. Ça fait écho à ma question suivante. Tu es en train de me dire que tu trouves que les neurosciences sont parfois vraiment détournées pour justifier des pseudosciences ou des produits commerciaux. D'ailleurs, j'incite nos auditeurs à lire ton livre et tu en parles beaucoup de ça dans ton livre. Oui, mais absolument. C'est soit à vendre des choses, soit à persuader de s'aligner sur des postures idéologiques. C'est vraiment ça la fonction. Soit je veux persuader les gens que il faut qu'ils fassent des tests de personnalité, il faut qu'ils fassent des entraînements pour la plasticité cérébrale, il faut qu'ils voient comment exploiter leur potentiel inexploité, etc., moyennant une certaine somme d'argent. Soit je veux convaincre les gens que leur douleur est psychosomatique, parce que je ne sais pas d'où vient leur douleur, et c'est pratique de dire, en fait, c'est dans ta tête. Soit je veux persuader des gens que il faut que je fasse passer une loi de force, parce que des gens sont résistants au changement et que les Français sont des Gaulois réfractaires, et c'est la science qui le montre. C'est souvent quelque chose qui va être utilisé comme preuve pour autre chose, soit pour vendre, soit pour faire de la politique. Le politique au sens large du terme. Oui. C'est-à-dire, ça peut être de la politique en entreprise, hein, c'est pas juste la politique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a des concepts qui sont mal compris et je voudrais que tu nous éclaires, notamment, là aussi, tu as parlé de la sérotonine, mais on entend beaucoup parler de la dopamine ou la notion d'hémisphère qui sont simplifiés à l'extrême. Est-ce que tu pourrais recadrer ça? En fait, les différents neuromythes ont différentes sources. Certaines viennent de nulle part. Par exemple, les 10% du cerveau, c'est pas d'où ça vient. On pense que c'est un journaliste qui faisait un entretien avec un neuroscientifique et le neuroscientifique lui a dit on comprend 10% du cerveau. Et je pense que le journaliste a transformé ça en on utilise 10%. Ah oui, d'accord. Et il y a d'autres neuromythes, on sait très bien d'où ça vient. Par exemple, le cerveau reptilien, le cerveau triunique, on sait que c'est monsieur MacLean qui a écrit un papier pour présenter ça. C'est juste qu'il s'était trompé, c'est pas grave. Et il y a d'autres mythes qui sont pas tout à fait faux, mais qui deviennent tellement simplifiés que ça devient comme un mensonge. D'ailleurs, le livre commence sur une citation qui était peut-être la base du livre, qui dit « Une sursimplification ne vaut pas mieux qu'un mensonge » de Stanislas Lem. Donc sur ce localisme, c'est pas faux et faux en même temps. C'est-à-dire, c'est pas faux qu'on n'a pas des zones, mais des circuits neuronaux qui sont spécifiques à plusieurs fonctions. Et on a plusieurs fonctions qui ont des réseaux neuronaux qui les sous-tendent. Et ça, c'est vrai. Mais donc, un même amas de neurones peut être impliqué dans plusieurs réseaux neuronaux et donc dans plusieurs fonctions. Et une même fonction peut être sous-tendue par plusieurs réseaux de neurones. C'est important dans le cerveau qu'il y ait de la redondance pour que s'il y a un accident quelque part, autre part peut pallier un peu ce manque. Le problème, c'est que quand on sursimplifie ça à l'extrême, on se retrouve avec le cerveau gauche analytique, créatif ou je sais pas quoi, et le cerveau droit à l'autre. D'accord. Et ça devient un mensonge. Parce que quand on parle de localisme, on est en train de parler de trucs de bas niveau vraiment très très spécifiques. Comme par exemple, on a dans notre hypothalamus, dans notre thalamus, des cellules de lieu qui nous aident à naviguer le monde. C'est vraiment un truc hyper spécifique. On a certains neurones qui vont nous aider à suivre une certaine temporalité, par exemple. Ou bien on a certains neurones qui sont spécialisés dans une opération particulière de la vision. Mais on n'a absolument pas des zones pour la poésie ou pour les mathématiques. Et le problème, c'est que ces simplifications, si c'était juste de la simplification, franchement, je m'en fous. On va toujours avoir des trucs qui sont fausses. Je suis pas un fanatique du debunk. Le problème, c'est que ces simplifications qui deviennent donc des mensonges sont performatives. C'est-à-dire, elles vont avoir un impact sur comment une personne va se percevoir ou percevoir les autres. Si je rencontre une amie, elle me dit « Ah, tu sais, j'ai passé un test et mon cerveau dominant, c'est le cerveau gauche ou droit, on s'en fout, c'est pas vrai, mais gauche, et donc je suis plutôt littéraire. » Je le savais, en fait, les maths, c'est vraiment pas mon truc, etc.
Et moi, je sais pas, 2 jours plus tard, je tombe sur un papier hyper intéressant de physique, ou je sais pas, hier par exemple, j'ai vu une vidéo d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup sur comment se forment les arcs-en-ciel. Et ben je vais me dire, en fait, je vais pas le lui envoyer. Elle est plutôt cerveau gauche, et donc elle va pas vraiment comprendre la physique. Ça a un impact sur comment je l'aperçois. Et peut-être que si je lui envoie, elle va voir ça, elle va dire, putain, c'est une chaîne de physique, il a pas compris que c'est pas pour moi, elle va pas le regarder. Alors que je suis sûr que si elle avait pas cette croyance, elle regarde la vidéo, elle va trouver ça hyper intéressant, elle va tout comprendre. Et donc, mon problème, c'est plus ça. C'est que c'est des mensonges qui ont un impact sur la vie des gens, soit sur la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes, soit sur la manière dont ils perçoivent les autres. Et moi, je me bats contre ça, en fait. Pas contre le fait que ça soit vrai ou faux, mais contre leur dimension performative. C'est-à-dire, si certaines personnes croient que, je sais pas, les neurones fonctionnent pas avec un signal électrique de dépolarisation, mais fonctionnent avec une énergie nucléaire, et ça a pas d'impact sur leur vie quotidienne, franchement, je m'en fous un peu. C'est pas très grave. Vraiment, c'est pas très grave. Est-ce que je le corrigerai? Oui. Mais est-ce que je m'acharnerai à faire des conforts, à les dire non, c'est pas de l'énergie nucléaire, c'est de l'énergie électrique, électromagnétique ou chimique? Non. Genre, clairement, non. D'accord. C'est juste que mon métier, une grande partie des connaissances et des croyances qu'on a sont sur nous. Et donc, c'est souvent performatif. Mais si j'étais, je sais pas, astrophysicien et les gens pensent que les anneaux de Saturne sont, je sais pas, faits de plastique, c'est pas très grave. Je comprends, j'entends. Alors, que penses-tu des produits qui sont présentés comme améliorant les performances cognitives? T'en cites pas mal dans ton livre. Ça va communément des gammes de nootropes à des niveaux plus premium comme les implants Neuralink. C'est quoi ton avis? Enfin, moi, je le connais parce que j'ai lu ton livre, mais je pense que ça va intéresser nos auditeurs. On doit séparer énormément les nootropes. Oui, absolument. De Neuralink. Une vision améliorative grâce à Neuralink, c'est de la science-fiction. Pardonne-moi de t'interrompre, mais j'ai été très surpris parce que j'ai lu et j'ai écouté pas mal de choses et j'ai été très surpris de ce que tu annonçais et que tu documentes très bien dans ton livre. Oui, c'est vraiment de la science-fiction. Neuralink va être très utile pour des choses qu'on sait déjà faire. C'est ça. Mais, comme souvent, le privé arrive et démocratise, si on va utiliser ce mot, des découvertes qui viennent de la recherche publique. C'est-à-dire, depuis longtemps, on sait comment faire des interfaces cerveau-machine pour que des personnes paralysées échangent avec un ordinateur, puissent bouger leur souris, puissent parler, puissent contrôler un exosquelette pour marcher, puissent jouer à un jeu vidéo avec leur cerveau. Mais je suis sûr que Elon Musk a un budget infiniment plus important qu'un laboratoire du CNRS et que peut-être lui, il va pouvoir mettre sur le marché un casque d'ici, je sais pas, 5-10 ans, qui soit infiniment plus abordable et avec un prix beaucoup plus attractif que ce que le CNRS pourrait faire. Mais pour le moment, Neuralink n'a rien montré de nouveau. Par contre, tout le volet Neuralink de télécharger notre mémoire sur le cloud et augmenter notre mémoire et décupler notre intelligence et tout ça, il n'y a aucune chance pour le moment que ça marche. À part, sauf s'ils font une sorte de bon secret que personne n'a jamais trouvé avant eux, que eux ils vont trouver, ce qui a jamais existé au cours de l'histoire de l'humanité. Ce volet-là, le volet amélioratif, c'est du marketing pur. Genre vraiment. Les nootropes, c'est autre chose. Les nootropes, tout le monde en prend tous les jours. C'est le café, le thé. Ouais. Genre là, moi, j'étais en train de vous parler et je buvais un club maté. Bah, le maté, c'est un nootrope. Personne ne se dit le café me rend plus intelligent. Le café va moduler mon attention, va moduler mon éveil, etc. Et ça, oui, c'est en train d'améliorer quelque chose. Mais si les gens s'attendent à prendre un nootrope, lire le dictionnaire une fois, et après se dire genre, je connais le kung-fu, un peu comme dans la Matrix, ils vont être très 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 déçus. Donc oui, les nootropes, ça peut aider marginalement certaines fonctions biologiques ou cérébrales, mais on est très loin de Lucy et Limitless. Oui, vous prenez du café, vous allez vous sentir plus énergétique. Vous prenez du modafinil et vous n'allez pas sentir la fatigue pendant toute la journée, ce qui va faire que vous allez potentiellement être plus performant parce que vous fatiguez pas. Mais vous n'allez pas soudainement pouvoir retenir 40 numéros de téléphone si je les lis une fois. Très clair, merci pour ces explications, Albert. Alors, tu en avais parlé déjà un peu dans ton ouvrage précédent que tu as cité tout à l'heure, et on l'avait vu avec toi dans l'épisode 31 de Never Stop Learning, où tu avais eu la gentillesse d'accepter d'autres invitations. J'aimerais bien que tu nous dises pourquoi nous hallucinons le monde. Tu en reparles dans cet ouvrage-là. Est-ce que tu peux, ça, là aussi, nous l'expliquer ? Oui, ça, c'était très important pour moi. J'essaye en général que dans mes différents livres, il n'y ait pas beaucoup de répétition,
mais j'ai fait une exception sur 2 sujets entre Neuromania et Votre cerveau joue des tours. Le premier, c'est les tests de personnalité, parce que j'avais toute une partie sur le développement personnel et je pouvais pas ne pas reciter. J'étais très transparent, j'ai copié-collé une partie de Votre cerveau joue des tours et je l'ai mis dans les références et j'ai dit je vais pas faire semblant de réécrire une partie. C'est vraiment genre 3 paragraphes. Et le deuxième, c'était parce que j'ai l'impression que c'est important pour comprendre la cognition incarnée, de comprendre ce qu'on appelle les processus top-down et bottom-up. C'est-à-dire, on a tous une sorte d'intuition que notre perception, c'est quelque chose qui va de l'extérieur à l'intérieur, comme une sorte de input dans une machine. Et après, notre cerveau fait le output de l'action. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche, la perception. C'est en fait 2 choses qui sont en train d'avoir lieu en même temps. On est en train de percevoir le monde, mais aussi on est en train de le colorer avec nos attentes. Donc, c'est ce qu'on appelle le percevoir, c'est le bottom-up, et le colorer, c'est le top-down. D'accord. Mais c'était très important pour moi parce que c'était nécessaire et je peux pas m'attendre à ce que tous ceux qui vont lire Neuromania aient lu Votre cerveau joue des tours. Donc, c'était très important pour moi de appuyer cette notion qui vient de Anil Seth, qui est un chercheur sur la conscience, d'hallucination contrôlée. En partie, en train tous et toutes d'halluciner partiellement le monde à partir de règles très précises, et que c'est ça qui fait qu'on puisse fonctionner, parce que derrière, ça va avoir un impact très important pour pouvoir comprendre la cognition incarnée. Alors justement, cette cognition incarnée, c'est l'objet de ma question suivante. Quelle est l'importance de la cognition incarnée dans notre compréhension des interactions cerveau-corps ? Alors justement, pour moi, la raison de pourquoi le réductionnisme aujourd'hui s'essouffle, c'est parce qu'on continue à essayer de comprendre l'humain juste en étudiant son cerveau. Et quand on comprend que le cerveau est un organe dépendant du contexte et que nos comportements, et on connaît des agents incarnés, c'est-à-dire qu'on se meut dans un monde et que notre cerveau s'est développé au cours de millénaires et de millénaires et de millénaires d'évolution pour l'action, pas pour la lecture, ni pour la contemplation, mais pour l'action. Quand on essaye de comprendre un humain en le coupant de son environnement et en le coupant de son corps, donc en regardant dans des IRM, un peu comme si c'était un processeur d'ordinateur, et ben on va passer à côté de plein de trucs essentiels. La première, c'est de couper du corps, donc une personne qui a mal, qui a une douleur chronique, une personne qui a pas dormi, ou des expériences que je montre, par exemple des Heine et Held, on expose 2 chatons au même stimuli visuel, mais un des chatons peut bouger librement et l'autre, il est juste genre dans une nacelle, et on lui fait voir le même stimuli visuel. Ben, le deuxième chat, son système visuel, il est absolument pas développé, il est comme s'il était aveugle. Ça paraît bizarre la digression que je vais faire, mais j'espère qu'elle sera claire pour les auditeurs. En fait, souvent, les critiques qu'on fait contre le réductionnisme viennent des sciences sociales. C'est-à-dire, on va invoquer le constructivisme, on va invoquer Foucault, on va invoquer Bourdieu, on va dire que non, mais les gens sont influencés par leur environnement. Et puis, il y a ce truc de inné versus acquis. Et souvent, c'est des sciences sociales, et les gens disent, ouais, il faut les sciences sociales, c'est un peu, vous êtes des clowns, quoi. Vous avez pas de méthode expérimentale, vous faites n'importe quoi. Et avec Neuromania, je voulais montrer que, en fait, non, ce truc de prendre en compte l'environnement et le corps, beaucoup de neuroscientifiques purs et durs le disent. Et donc, dans Neuromania, c'est pas pour frimer un peu, mais j'ai dû lire, 50, 60 livres pour écrire Neuromania. Évidemment, je les ai pas lus en entier, c'est impossible, mais je voulais vraiment étayer ces critiques par des références neuroscientifiques. Et je pense que dans Neuromania, c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer, il y a plus de références qu'il y a de pages. Donc, en général, il y a à peu près 1 ou 2 références par page. Chaque phrase est quasiment étayée par une recherche ou certains par des bouquins, parce que j'ai fait une double bibliographie. J'ai une bibliographie des articles de recherche que j'utilise pour étayer mon propos et une bibliographie de bouquins, parce que je suis pas là pour exposer mon opinion, je suis là vraiment pour essayer d'exposer qu'est-ce qu'on en pense. Et donc c'était important pour moi de montrer que cette cognition incarnée, elle vient des sciences cognitives. C'est pas genre une sorte de délire d'un sociologue perdu je sais pas où, en France peut-être, et qu'on va jamais pouvoir comprendre un humain si on l'étudie pas dans son environnement naturel, dans ce qu'on appelle des conditions écologiques. Et donc, il faut prendre en compte le corps. C'est pour ça, par exemple, je fais de la thérapie en marchant. C'est pas juste ça, mais on marche. C'est pour ça que pour moi, c'est très important de pas avoir juste une approche psychologique, alors que je suis psychologue, mais aussi de l'environnement. Donc, ça module la personnalité, ça module des tonnes de trucs. Et je voulais exposer le grand public à ce nouveau paradigme qui est encore très très peu connu en France. Je connais que des gens qui bossent en fait sur la cognition incarnée, qui connaissent la cognition incarnée en France. Et maintenant, ça fait peut-être 2 mois presque que le livre est sorti. J'ai fait beaucoup de conférences sur le livre, j'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai fait beaucoup de podcasts, etc. Personne ne connaissait la cognition incarnée. Donc ça me réconforte dans le travail que j'ai fait, parce que je pense que c'est vraiment une piste très importante à garder en tête quand on veut essayer de comprendre des humains. Je vais confirmer, jusqu'à ce que je lise ton livre, je connaissais pas la cognition incarnée. Et pourtant, tu peux comprendre très facilement que les perceptions et actions que nous menons, elles vont être influencées par notre posture, nos émotions, notre environnement, comme tu l'as dit. Donc, mais je ne connaissais pas ce terme.
Je suis très heureux de l'avoir fait découvrir. Merci à toi. Tu viens d'en parler très brièvement, mais il semble qu'il y ait pas mal de biais quand même dans la recherche en neurosciences, parce que là aussi, tu l'écris dans ton livre, les échantillons sont finalement assez peu diversifiés. Quelquefois, vous utilisez des outils qui sont mal adaptés à certaines populations. Tu cites pas mal d'exemples dans ton livre. Est-ce que tu confirmes ça, qu'il y a quelques biais? On a beaucoup de biais, pas quelques biais, on a beaucoup de biais. En gros, la majorité de nos recherches se font sur des Américains, des étudiants en psychologie, et qu'on généralise sur la population entière, sur la planète, sur l'espèce. Oui, c'est vrai. Et donc, un chercheur qui s'appelle Joseph Heinrich est allé vérifier est-ce que ces résultats se généralisent et a découvert que pas du tout. Donc, ça a créé une sorte de crise qu'on appelle la crise weird dans le milieu. Et en plus de ça, il y a même des outils, par exemple des capteurs EEG qui sont pas adaptés à une chevelure plus crépue. Les IRM nécessitent que les gens ne bougent pas, qu'ils soient à côté d'un centre qui a des IRM, donc soit des laboratoires, soit des hôpitaux. Ce qui est pas le cas souvent, c'est des IRM fonctionnels, donc il y en a pas des tonnes. Je sais même pas combien d'IRM on a en France. Je suis en train d'essayer de chercher en même temps, mais par exemple, en France, on a 403 établissements qui possèdent une IRM, mais c'est pas une IRM fonctionnelle. Ça, c'est des IRM normales. Donc, je pense que beaucoup moins d'entre eux sont des IRM fonctionnels. Oui. Ça réduit énormément l'échantillonnage. Et c'est un biais qu'il faut juste garder en tête. Je suis pas en train de dire, c'est nul, machin. Je suis en train de dire, c'est vraiment difficile. Et on a besoin de temps. Et par exemple, les IRM fonctionnels, tout le monde pense que c'est vraiment genre la grâce divine qui existe et qui nous aide à tout comprendre. Mais les IRM fonctionnels, les premiers papiers, c'est 1991. Ah oui. Donc un peu plus de 30 ans, 32 ans. C'est rien, on vient de commencer le chemin. Et donc le but du livre, c'est de dire, en fait, voilà, parce que je vais pas juste dire on ne sait pas grand-chose. Voilà pourquoi c'est difficile. C'est presque un appel à venez nous aider parce que on a encore beaucoup plus à découvrir que de choses qu'on a découvert. Et j'explique que oui, c'est difficile d'aller recruter des gens partout sur la planète. 99% des articles publiés viennent du monde dit occidental. 84% des populations vivent dans des pays occidentaux. Et à peu près, je me souviens bien, 50-60% d'entre eux, c'est des Américains dans les grandes villes américaines. Donc Boston, New York, la Californie, peut-être le Texas un peu. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'un Américain au Wyoming, encore moins d'un Péruvien, et on est très loin de savoir ce qui se passe dans la tête d'un Libanais en IRM fonctionnel pour des raisons presque logistiques. Et donc tout ça, c'est juste pour dire que c'est normal, les chercheurs prennent en compte ça de plus en plus maintenant, mais quand ça saute au grand public, si un papier d'IRM fonctionnel a trouvé une probabilité d'implication d'une certaine zone dans le cerveau d'un étudiant américain qui regardait une vidéo de 2 personnes qui s'embrassent, dans le grand public, ça devient, on a trouvé la zone responsable de l'amour. Et je dis juste se calmer un peu, parce qu'il n'y a pas une zone responsable de l'amour, on n'a pas étudié l'amour, et c'est pas chez tout le monde. Donc, comment les neurosciences peuvent-elles encourager une curiosité critique plutôt qu'un émerveillement aveugle? Je ne sais plus si tu en parles dans Neuromania de ça ou dans ton ouvrage précédent. Non, dans Neuromania, je parle de l'importance de l'émerveillement de la science. C'est-à-dire pour moi, je pense qu'en cours de route, la science a été transformée d'un émerveillement du monde, de quelque chose de profondément émotionnel et émotif, à un truc très froid, calculateur, de statistiques et de chiffres. Alors que pour moi, dans les sciences pré-paradigmatiques comme les sciences cognitives, il y a tout à inventer. Donc on a besoin de fascination, d'émerveillement, d'imagination pour pouvoir imaginer de nouvelles sciences, de nouvelles méthodes. Évidemment, il faut la rigueur aussi, mais tout commence par une intuition, une idée, un projet de recherche complètement dingue. Et pour le moment, ça y est pas. Et donc je pense que c'est un émerveillement qui prend en compte la difficulté de la tâche plutôt qu'un émerveillement un peu béat, en mode waouh, la neuroplasticité, oh, le cerveau comme c'est complexe. Moi, je suis un amoureux du réel, et le réel est parfois difficile. Mais pour moi, les choses qui sont difficiles, peut-être c'est mon côté un peu gamer. Les choses difficiles m'intéressent, genre j'aime bien me prendre la tête. Je déteste me prendre la tête avec d'autres humains, mais j'aime bien me prendre la tête avec un challenge. J'ai chez moi à la maison des tonnes de casse-tête, des puzzles, je joue des jeux vidéo où un niveau, on peut passer, 4 heures à mourir chaque 5 secondes sur un même niveau. J'aime bien ça, je sais pas, c'est un truc que j'aime depuis que je suis petit. Et je voulais, avec Neuromania, dire, en fait, on mérite mieux qu'une sorte de béatitude aveugle. On mérite mieux que des récits simplistes parce qu'on est tellement plus intéressant, mais quand on accepte qu'on est tellement plus intéressant, on accepte aussi que c'est tellement plus difficile. À la fin de Neuromania, je dis que je pense qu'on va pas comprendre le cerveau au cours de mon vivant, mais que moi, ça m'excite quelque part.
Et après, si on le comprend au cours de mon vivant, je suis encore plus content. Mais... Oui, j'imagine. Et finalement, sur la curiosité critique, tu en as parlé abondamment et tu contribues finalement à déconstruire les raccourcis simplistes qui circulent dans le grand public, notamment au travers des conférences nombreuses que tu fais. Au cinéma MK2, je crois d'ailleurs. Oui, une fois Paris. par mois au cinéma Une fois par MK2 mois. à Paris. Ouais. C'est des conférences que je crée pour le MK2, donc c'est là où je fais des trucs. Je te suis et j'ai vu ces conférences. J'incite, si elles sont ouvertes à tout le monde, mais je crois que c'est le cas, nos auditeurs parisiens à y aller, parce qu'il y a des sujets qui sont vraiment splendides et que tu abordes. On arrive au terme de ce podcast et j'avais encore 2 questions à te poser, dont l'une, je voulais savoir ce qui te fascinait encore aujourd'hui dans les neurosciences et la psychologie cognitive. Je dirais tout, mais plus spécifiquement, tout ce qui est modèle théorique, genre c'est des trucs assez pointus, mais bon, les modèles théoriques, comment est-ce qu'on va créer de nouveaux modèles théoriques? Oui. Et puis 2 sujets moins pointus, mais très pointus quand on les comprend vraiment, c'est l'émergence de la conscience. Genre, c'est quoi la conscience? Pourquoi est-ce qu'elle apparaît? Et peut-être le libre arbitre, mais c'est plutôt la conscience et les modèles théoriques. D'accord. Dernière question. Si tu avais un message à faire passer à ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent au sujet des neurosciences, quel serait ce message? Qui a tout à inventer, venez nous rejoindre, parce qu'on a une science de la subjectivité qu'on a besoin de développer. Et venez. On vient d'en voir on a besoin vraiment de n'importe quel profil peut être utile aujourd'hui en sciences cognitives. Les philosophes, les anthropologues, les sociologues, les neuroscientifiques, les psychologues, les ingénieurs en intelligence artificielle, les statisticiens, les artistes, tout le monde. D'accord, ça sera le mot de la fin. Je voulais te remercier très sincèrement pour ce livre que j'ai trouvé très salutaire parce qu'il y a effectivement, et tu l'as dit et tu l'as très bien expliqué, beaucoup de théories qui souvent sont à des fins mercantiles qui circulent sur les neurosciences et la psychologie cognitive. Donc vraiment, merci pour ça. Merci à vous. Je voulais remercier nos auditeurs qui nous ont écoutés. Et puis, je voulais rappeler l'intitulé de ton livre, le titre de ton livre, qui s'appelle Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, qui est disponible aux éditions Alary. Et sincèrement, je conseille très très fortement de lire cet ouvrage. Un très grand merci à toi. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Never Stop Learning. Si cet échange vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles accompagnée d'un commentaire. Vos retours sont essentiels pour continuer à vous offrir des contenus de qualité. Je suis Gérard Pécou et si vous recherchez des solutions innovantes pour transformer vos projets de formation, rendez-vous sur calimedia.fr ou cifadis.fr. Nos équipes se feront un plaisir de vous accompagner dans vos projets. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Never Stop Learning, votre rendez-vous pour explorer, innover et ne jamais cesser d'apprendre. À très vite.